Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on a une première journée complètement folle à Wimbledon. Si on m'avait dit qu'en 2025 j'ouvrirais une vidéo sur Fabio Fognini, alors évidemment on parlera d'Alcaraz aussi, mais si on m'avait dit que j'allais ouvrir une vidéo sur Fabio Fognini en 2025 qui n'a pu gagner un match sur le grand circuit depuis octobre 2024, qui va prendre sa retraite en fin de saison, voilà qu'un joueur qui a été top 10, qui a remporté un Master 1000, mais qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même, mais qui nous a sorti un match venu d'ailleurs, hors du temps aujourd'hui, qui a clairement fait un match exceptionnel, il faut qu'on pèse nos mots, qui a réussi à tenir Carlos Alcaraz pendant 4-7 avant d'un peu craquer dans le 5e set. En soi, c'est logique, même déjà dans le 4e, je pensais qu'il allait craquer, mais il nous a sorti un match complètement fou. On parlera aussi de la génération 90 après dans la suite de la vidéo avec Tsitsipas et Medvedev. On parlera aussi vite fait d'Holger Rune. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui. Évidemment, cette victoire de Carlos Alcaraz. On avait dit qu'Alcaraz avait un parcours plutôt tranquille. Et le premier tour, au final, n'a pas été une promenade de santé. Il n'a pas roulé sur Fabio Fognini. Au contraire, il a souffert pendant tout le match. Parce que dans le premier set, il arrive à le prendre en le breakant à 5 partout et en le prenant 7-5. Et on se dit, est-ce que Fognini n'a pas mis toutes ses forces dans la bataille dans le premier set avant d'ensuite peut-être prendre 6-2, 6-2 et puis perdre 7-5, 6-2, 6-2 en faisant un match correct. Et voilà, on a un Alcaraz qui monte en puissance petit à petit. Pas du tout. On a pourtant un Alcaraz qui break, qui mène 4-3 break, qui a des balles de 5-3 dans le deuxième set, qui doit prendre les devants, 4-3, 45, il ne le fait pas. Et Fognini, il va avoir une qualité de retour qui va être complètement dingue. Il va se mettre quasiment sur la ligne, voire devant, il va prendre tout très rapidement, alors que Alcaraz servait à 215, à 210. Et Fognini, juste il bloquait, la balle elle repartait à une vitesse, il mettait des parpaings en coup droit, des parpaings en revers. Il a été vraiment un vintage Fognini qui était complètement fou. Alcaraz qui même carrément il y a un point de dingue qu'ils font dans le troisième set où Alcaraz se retrouve à respirer pendant une minute. Alors après il faisait très très chaud aussi, donc forcément ça explique le fait que c'est beaucoup plus difficile de respirer, mais aussi Fognini a mis un impact physique sur ce match qui a été complètement dingue. Et franchement 4h37 face à Carlos Alcaraz, ouais franchement gros match de Carlitos. Après, je sais pas, sur les 4h37, il compte à un moment, il y a un petit malaise d'un spectateur dans les tribunes au début du 3e set, à 3-0 pour Alcaraz, non, du 5e set. Donc, est-ce qu'il compte ce quart d'heure-là ou pas? Mais sinon, ça fait quand même plus de 4h10 pour ce match, pour un premier tour pour Alcaraz, qui a souffert, et qu'on voit son cri de soulagement quand il prend le 3e set. On sent que c'était important pour lui, alors que Fognini n'était pas loin d'aller chercher ce 3e set, hein. Mine de rien. Le 4e, Fognini, lui, clairement, lui roule dessus. Et il faut pas dire autre chose, il lui roule dessus. Il a été énorme en retour. Mais il y a Alcaraz qui avait aucune solution. Il commence à s'agacer et tout, à dire ouais, il pourra jouer jusqu'à 50 ans vu comment il joue, il est injouable, mais c'est bon. Et Fognini qui, s'accroche. Et début de 5e, Fognini mène 45 son jeu de service. Et il y a, peut-être, la fatigue, un tout qui... Et Alcaraz aussi, qui se bat, qui sait que sur le 5e set, il est quand même très très fort, hein. 13 victoires, 1 défaite, 14 victoires, 1 défaite maintenant. Mais à 45, Fognini perd ce jeu, se retrouve mené 3-0, qu'il a des balles de break, je crois qu'il a balle de débreak aussi pour revenir à 2-1, ou alors il a 0-30 avec Alcaraz, quelque chose comme ça, mais il est pas loin de refaire des breaks directement. Et après, il mène 40-0 sur le jeu à 3-0 pour revenir à 3-1, pour rester à un break d'Alcaraz. Et il se refait breaker. Et là, à 5-0, on savait 4-0, 5-0, on savait que le match était plié. Et Fognini, au moins, ne méritait pas de prendre une bulle, réussit à mettre un jeu en 5e set. Et tenir Carlitos Alcaraz, qui va lui mettre 6-1. Mais c'était un bon rappel à l'ordre pour Alcaraz de dire qu'aucun match n'est facile, que il faut remporter 7 matchs pour gagner un grand chelem, et que dans les premiers tours, on peut se faire piéger dans un premier tour, dans un deuxième tour, un troisième tour. Chaque match peut être piégeux si jamais le joueur en face il joue très bien, s'il est en confiance. On a vu Fognini a très bien joué, et ça a mis Alcaraz dans une situation quand même inconfortable sur tout le match. Et on sent le soulagement après cette victoire, et je pense que même lui ne s'attendait pas à être aussi longtemps sur le court, parce qu'il a quand même fait longtemps sur le court. Il a commencé en plus à 13h30 heure locale, donc il faisait un plein cagnard à ce moment-là. Donc ça a été très difficile pour Carlitos Alcaraz. Dites-moi ce que vous en pensez. Un autre joueur pour qui ça a été difficile, et pour qui d'ailleurs c'est terminé, c'est Daniil Medvedev, qui ne cesse de décevoir en Grand Chelem cette année. Sa seule victoire, c'est face à Sam Rage au premier tour de l'Open d'Australie, où
Je rappelle qu'il était mené 2 manches à 1 face à ce joueur qui est hors de la 400e place mondiale, qu'il revient et qu'il gagne en 5-7. Derrière, défaite face à Tienne en 5 manches, défaite face à Norrie à Roland-Garros en 5 manches, défaite face à Bonzi là en 4 manches. Et pareil, il y a une gestion du match qui est catastrophique chez Medvedev. La gestion du premier tie-break, horrible. Là où Bonzi a été très sérieux, très calme, très zen tout le match. La gestion du 3e set où Bonzi break d'entrée, Medvedev revient, il a 4 balles de break pour passer devant, pour mener 3-2 break. Il le fait pas. Et ouais, cette gestion-là, après, la gestion du tie-break du 3e, il le gère super mal. Break d'entrée de 4e, et là, c'était quasiment rideau pour Medvedev. Donc ouais, gestion du match parfaite pour Bonzi, qui a fait vraiment un match plein. Et un Medvedev qui a fait 12 doubles fautes, qui a 40% derrière sa 2e balle de service en point gagné. Non, franchement, un Medvedev catastrophique. On voit là, voilà cette tête-là, je pense que c'est ce qui décrit mieux le match de Medvedev qui a été... Je n'ai même pas les mots en fait pour décrire ce qu'il fait. Il y a eu un petit feu de paille, enfin il y a un petit peu une petite arbre qui cache la forêt. Quand on a vu ce qui s'est passé à Halle, où franchement il fait un très bon tournoi, il bat Zverev, il perd face à Bublik en finale, mais Bublik était littéralement injouable. Et puis Sinner avait perdu contre Bublik, donc voilà. Mais là, ouais franchement en Grand Chelem, il ne sait plus gagner un match en Grand Chelem. En fait, c'est très inquiétant. Et en fait, ces joueurs-là, on va revenir sur Medvedev, sur Tsitsipas, qui ont 27-28 ans, doivent être aujourd'hui dans la fleur de l'âge, doivent être à leur prime, on va dire. C'est eux qui devaient prendre la relève du Big Free. Et en fait, il y a une génération qui leur a pris leur place, c'est la génération Sinner-Alcaraz, qui évidemment est meilleure qu'elle, mais ça, ok. Si jamais la génération Sinner-Alcaraz est meilleure que Medvedev et Tsitsipas, c'est pas de souci. Mais perdre au premier tour de Grand Chelem, quasiment à chaque fois, ça devient trop récurrent en fait. C'est ça le problème. Tsitsipas, je crois que sur ses 5 derniers Grand Chelem, il n'a pas passé le 3e tour, mais c'est problématique. Tsitsipas qui a abandonné là, mais alors ok, il a peut-être diminué et tout, mais on revient sur un problème quand même qui est récurrent. Même si là il est blessé, qu'il y a peut-être une excuse, ça reste un problème récurrent et c'est trop constant. S'il avait toujours fait quart de finale en Grand Chelem et que là il perd au premier tour en étant blessé, ok, on aurait pu utiliser l'excuse de la blessure, mais là c'est pareil, c'est trop récurrent en fait. Ces joueurs-là ont du mal à maintenant aller en 2e semaine. C'est clairement inquiétant. C'est des joueurs qui devraient être dans le top 10, qui devraient être des fers de lance du circuit actuellement et qui ne le sont plus. Alors Medvedev a réussi à avoir son Grand Chelem, a réussi à avoir plein de finales. Tsitsipas, lui, est-ce qu'il va gagner un Grand Chelem dans sa carrière ? Pour moi non, clairement pour moi non. Pour moi le train il est passé, clairement, parce que maintenant Alcaraz, Sinner sont largement au-dessus. Et même des joueurs qui sont censés, entre guillemets, être en dessous de Tsitsipas, de Medvedev, sont maintenant au-dessus. On prend un Draper, on prend un Taylor Fritz, on prend même Lorenzo Musetti. Ces joueurs-là, maintenant, ils sont au-dessus de Tsitsipas, de Medvedev. Et ces joueurs-là, eux, ils vont en 2e semaine, ils vont en quart de finale de Grand Chelem, alors que Tsitsipas, il passe plus le premier tour, Medvedev, il passe plus le premier tour, et c'est très, très inquiétant pour cette génération 90 qui, était cette next-gen, qui en fait est la périmégène, c'est une gène qui est déjà périmée en fait, à date de péremption, elle était il y a 2 ans, c'est pas possible, c'est clairement pas possible, cette génération n'y arrive pas. Alors Valentin Royer, c'est très bien pour lui, parce que Valentin Royer remporte son tout premier match officiel sur le grand circuit, alors remporte sur abandon, mais il a quand même fait un très bon match, et franchement, au vu de ses 2 premières manches, il l'a pas volé, et puis Tsitsipas blessé, c'est pas de sa faute, donc il en profite, et c'est très bien, et il jouera Manarino, mais juste avant, on va revenir aussi sur Rune, parce que lui aussi, c'est pareil, il mène 2-7-0 face à Jarry, voilà, il est très bon, il mène 4-0 dans le premier, voilà, très costaud dans les 2 premiers sets, et puis derrière, il perd 7-5, 6-3, 6-4, mais c'est pareil, Rune, c'est un joueur qui a l'ambition de faire comme Sinner et Alcaraz. Donc Sinner et Alcaraz, ce sont des joueurs qui vont toujours en demi, voire finale, voire titre de Grand Chelem. Même s'ils ne vont pas en finale de Grand Chelem, c'est quasiment une déception. Si Sinner ou Alcaraz ne va pas en finale d'un Grand Chelem, c'est presque une déception. Rune, s'il a l'ambition d'être un Sinner et Alcaraz, il n'a toujours pas fait une seule demi en Grand Chelem. Alors oui, il a remporté un Master 1000, mais ça commence à remonter. C'était en 2022 face à Novak Djokovic. Il a fait un super match, mais depuis, il n'y a plus de Master 1000. En Grand Chelem, son meilleur résultat, c'est quart de finale. Et là, pareil, c'est la première fois de sa carrière qu'il perd un match en menant 2-7-0. Et c'est aussi pareil, pour montrer que c'est quand même un petit peu une honte, c'est la première fois que Jarry remporte un match en étant né de 7-0. C'est la première fois que Jarry remporte un match contre un top 10, contre un top 10 en Grand Chelem. Donc c'est franchement... C'est pour moi une grosse déception pour Rune, et franchement, on est obligé d'être exigeant avec Rune. On peut pas dire qu'un premier tour de Grand Chelem perdu en ayant mis 2-7-0, c'est ok. On peut dire ouais, Jarry c'est un match piégé et tout, d'accord. Sauf que Jarry,
il y a des joueurs qui le battent. Hein. Jarry, il est pas... comment dire, Jarry, c'est pas non plus un monstre, un foudre de guerre. Hein. Donc oui, c'est un match piège, mais c'est un match où Rune doit gagner ce match. C'est pas possible de perdre face à Jarry. Et en plus, en Grand Chelem, on sait que Jarry, souvent, il a du mal à passer les tours en Grand Chelem. Donc franchement, et en plus en 2-7-0, moi je suis très très déçu, très exigeant aussi avec Rune, mais en fait j'ai l'exigence de ce que lui nous vend. Il nous vend un joueur qui veut être le rival de Sinner et d'Alcaraz. Et bah prouve-le-nous, viens nous le prouver, parce qu'aujourd'hui Sinner a 3 grands chelems, Alcaraz a 5 grands chelems, toi t'as même pas une seule demi en grand chelem, donc viens nous prouver que t'es dans que t'as voilà, ce niveau-là. Et pareil, Alain Divin Chauve, Manarino qui reverdit hein, sur le gazon londonien. Lui qui a eu une saison 2024 cataclysmique après son 8e face à Ben Shelton, son 3e tour remporté face à Ben Shelton et son 8e à l'Open d'Australie. Du coup, depuis, ça a été une longue descente aux enfers pour Adrian Manarino qui, voilà, malheureusement a chuté. Et là, maintenant, il est tout proche de retrouver le top 100. Il est 107e, je crois, virtuellement. Donc, c'est vraiment très bien. Et en plus, au deuxième tour, moi, j'avais dit que je le voyais battre Tsitsipas. Au final, il ne joue pas Tsitsipas. Il joue Valentin Royer. Un match, du coup, il sera favori. Alors, il n'est pas au courant parce que je rappelle que Manarino ne regarde jamais ses tableaux et ne sait jamais qui il joue avant de rentrer, enfin, avant d'être à 15 minutes du match. Donc, ouais, il va être favori sur ce match face à Royer. On a un Français au 3e tour. Et Manarino a quand même un coup à jouer parce que si là, il gagne en 3-7, s'il se fait un match plutôt tranquille face à Royer, il peut se retrouver face à Roublev au 3e tour. Et là, ouais, ça peut être très intéressant. Pareil, Paris qui joue très bien sur gazon. Une joueuse voilà, qui est capable aussi de varier, qui a de la variation. Et dès qu'une joueuse apporte de la variation, et bizarrement, elle réussit. Et Diane Paris réussit. Et je pense qu'elle a vraiment le jeu pour briller sur gazon. Là, au Boisson a clairement le jeu pour briller sur terre battue. Je pense que Diane Paris, avec ses chips de revers, avec sa qualité au service aussi, parce qu'elle sert très bien, ses petites amorties. Franchement, Paris a le jeu pour moi pour aller loin à Londres, loin à Wimbledon. Et je pense qu'elle a vraiment un très très bon niveau, Diane Paris. Et que voilà, là, elle a passé les qualifs parce qu'elle a eu des pépins physiques et qu'elle a quitté le top 100, mais normalement c'est une joueuse qui doit être top 100, voire top 50 tous les jours. C'est une joueuse, voilà, si elle n'a pas de pépins physiques, elle doit très bien jouer, elle doit battre des grandes joueuses, pas non plus les toutes meilleures, mais elle doit battre des grandes joueuses. Et voilà, elle est capable, je pense même d'être tête de série en Grand Chelem, si jamais elle fait une saison à 100% physiquement, sans jamais être blessée et à nous faire une saison pleine. Oui, là pour moi, Diane Paris peut vraiment faire partie des meilleures, mais franchement, c'est dommage qu'elle se blesse autant parce que franchement, elle a un super jeu, elle est capable quand même de très bien jouer. Dites-moi vous, quel est votre fait marquant du jour? Alors, la journée n'est pas encore terminée, on a Rinderknecht face à Zverev, Mpetshi Pericard face à Taylor Fritz. Je l'attends ce match aussi parce que mine de rien, c'est un match quand même piège pour Fritz parce que si Mpetshi Pericard se met à très bien servir, à bien tenir ses jeux de service, à emmener, je sais pas, à breaker par exemple à un moment Fritz pour gagner le premier set, l'emmener dans un match un peu bourbier, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Donc dites-moi vous quel a été votre moment du jour. Moi c'est clairement Fabio Fognini qui m'a régalé. Parce que voilà, Fabio Fognini pour moi c'était clairement du passé. Et aujourd'hui le Fabio Fognini du passé a été au présent parce qu'il nous a fait un match complètement dingue. Oui il perd, c'est logique. Mais même dans la défaite, il y a des perdants magnifiques. Et aujourd'hui, Fabio Fognini a été un perdant exceptionnel et exemplaire. Il a fait un match exemplaire. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, on continuera des vidéos tout au long de Wimbledon. On se retrouve très très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.